Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues amis, professeur Petit, c'est un plaisir aujourd'hui d'assister, de répondre présent à la demande de notre professeur, collègue ami et SAC pour partager avec vous cette modeste réflexion sur ce travail colossal, ce travail fastidieux réalisé par une équipe de chercheurs imminents qui ont mené un travail de synthèse, de restitution de données et aussi qui ont présenté en partie un effort d'analyse, de réflexion et d'interprétation de données représentées au niveau de ce rapport stratégique. Donc un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont contribué à la réalisation de ce rapport stratégique. Voilà donc, en ce qui me concerne, je vais aborder, je vais entamer ma contribution à travers une lecture de ce travail qu'il faut impérativement contextualiser, il faut le mettre dans son contexte. Quand on parle de la période 2020-2024, c'est une période qui va marquer, surtout après 2019, après la pandémie, donc on va noter une période charnière dans l'histoire de l'humanité, à partir du moment où, depuis pratiquement bien avant la crise, peut-être la crise de 2019, c'était le couronnement de ce cycle de crise cyclique. Donc on n'est plus, et ça c'est un constat, il faut faire avec, on n'est plus dans un environnement marqué par des crises cycliques, mais on est dans une situation de crise permanente. Donc la crise n'est plus conjoncturelle, elle est structurelle. Et quand on est dans une situation de crise structurelle, donc là, les lunettes qu'on est censé chausser pour examiner ou pour voir cette réalité, il faut qu'on la donne. Donc le premier constat, c'est qu'on est dans une situation de crise permanente. Deuxième constat, c'est que la mondialisation qui était avant 2019 un vecteur de croissance, porteur d'opportunités, pour beaucoup d'acteurs, il est aujourd'hui considéré beaucoup plus comme étant une menace. Nous assistons à une reconfiguration, ça a été présenté au niveau de l'introduction des relations du Maroc avec le reste du monde, avec les grandes puissances. On est dans une reconfiguration, on va dire, du pouvoir à l'échelle mondiale. Donc on n'est plus dans la mondialisation où on cherche à s'ouvrir davantage, à renforcer l'interdépendance. On est beaucoup plus dans une situation où il faut revoir, c'est-à-dire sa posture, il faut revoir sa position par rapport aux différentes puissances à l'échelle mondiale. Troisième constat, c'est, et ça c'est un élément qui pèse d'une manière très lourde pour le Maroc, c'est qu'on est dans un pays qui enregistre une urbanisation galopante. Donc à l'horizon 2070, les 3/4 des Marocains vont résider dans le milieu urbain. Et donc les enjeux de croissance et de développement à l'échelle nationale vont se produire principalement au niveau de la ville. Donc ça c'est le troisième élément de contexte qu'il faut prendre en considération. Le quatrième élément, c'est par rapport à, on va dire, la montée du chômage. Donc, le Maroc, aujourd'hui, souffre d'un problème majeur. Nous vivons actuellement une phase qu'on appelle une phase de transition démographique. Le Maroc, aujourd'hui, passe par cette phase de transition démographique. Et malheureusement, cette phase de transition démographique n'est pas accompagnée par le niveau de croissance économique souhaitable qui va permettre
d'assurer l'insertion professionnelle, la création de l'emploi pour l'ensemble de cette jeunesse. Aujourd'hui, malheureusement, le chômage touche principalement la tranche des jeunes, entre 15 et 24 ans. Et donc là aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération. Le cinquième point, et c'est l'avant-dernier point, on va dire, c'est l'intensification, ou plutôt l'exacerbation de la concurrence à l'échelle mondiale. Et là, je vais faire référence essentiellement à cette concurrence acharnée entre les différents pays. Et là, je fais aussi référence à notre relation avec nos voisins immédiats, mais aussi de voisins relativement éloignés qui visent le même avantage concurrentiel. Donc là, il y a une certaine compétition entre le Maroc, un certain nombre de pays à l'échelle, que ce soit de l'Afrique, mais aussi au niveau de la région MENA, en matière d'attractivité des investissements directs étrangers. Donc le dernier point, c'est par rapport, le sixième point, c'est par rapport, là aussi c'est un autre élément de contexte qu'il faut prendre en considération. Je crois qu'il a été traité d'une manière un peu transversale au niveau de l'ensemble des contributions, c'est la montée en puissance du niveau d'exigence des citoyens. Le nombre de mouvements de contestation que nous notons aujourd'hui au niveau du Maroc révèle effectivement cette montée en puissance du niveau d'exigence des citoyens. Et dans ce contexte marqué par cette crise qui dure, aujourd'hui qui est devenue structurelle, le Maroc, sur le plan, et là je vais me contenter essentiellement de cet angle, sur le plan économique, il a essayé de proposer des réponses. Proposer des réponses. D'abord, pour sortir de la situation de crise sanitaire, nous l'avons tous constaté, l'effort doit mener par l'État en matière de dépenses publiques pour pouvoir assurer cette stratégie, cette politique de relance économique pour permettre au pays de sortir de cette impasse. Cet effort déployé par l'État, surtout en matière d'investissement, peut-être, si on veut le situer aussi dans un autre contexte, celui de nouveaux modèles de développement, peut-être n'est pas compatible avec les orientations de nouveaux modèles de développement, parce que là, un des objectifs visés par le nouveau modèle de développement, c'est inverser la tendance en matière d'investissement, permettre au secteur privé de prendre la relève et d'assurer ce rôle de locomotive pour attirer l'investissement au niveau national. Malheureusement, avec ce contexte de crise, l'État a assuré, plutôt s'est engagé pour maintenir pendant pratiquement maintenant 3 ans, donc il a essayé de maintenir tout simplement un effort d'investissement considérable pour permettre tout simplement à l'économie de sortir de cette situation chaotique qui a été enregistrée suite, au cas de Covid. Plutôt suite à la pandémie de Covid. En plus, de cet effort louable que nous avons noté et qui est très bien, retracé à travers ce rapport stratégique, cet effort en matière d'investissement public, nous avons aussi noté que l'État a essayé quand même de diversifier, sa base économique, étant donné que, comme vous le saviez tous, l'économie nationale dépend principalement d'un certain nombre de secteurs stratégiques, notamment le secteur de l'agriculture, qui subit actuellement un coup dur suite à la succession des années de sécheresse. Et il y a aussi le secteur de tourisme
qui a pu quand même réaliser un taux de croissance spectaculaire juste après la crise sanitaire. Elle a pu se rétablir avec une vitesse qui a dépassé les attentes, plutôt les prévisions réalisées en 2020-2021. Le Maroc aussi, il a essayé à travers, dans le cadre de cette diversification de la base économique, d'opter pour cette économie multicolore. On parle actuellement de l'économie verte, on parle de l'économie bleue, on parle de l'économie sociale et solidaire, on parle de l'économie circulaire. Donc ce sont, des brèches ou des pistes aujourd'hui qu'on cherche à explorer pour effectivement développer une certaine indépendance par rapport à ce qu'on appelle souvent l'économie productive, qui est basée essentiellement sur l'extraction minière ou sur la production à grande échelle. Un autre volet aussi qui a été retracé par le rapport, et là aussi c'est important de saluer l'effort déployé par le Maroc à ce niveau-là, c'est le fait de vouloir réussir 2 transitions majeures au niveau du Maroc. Donc la première transition, c'est la transition énergétique. La deuxième, c'est la transition, beaucoup plus, on va parler de la transition, numérique, pour réussir, plutôt pour réduire ce gap technologique entre le Maroc et les pays développés. Donc il y a un effort aujourd'hui, certes, cet effort aujourd'hui déployé en matière de la transition énergétique, elle est contestable. On peut le critiquer, mais il est important quand même de saluer l'effort et cette volonté, cet engagement. On peut considérer qu'aujourd'hui le Maroc c'est un pays avant-gardiste au niveau des pays en développement. Certes, ça engendre des coûts, mais ça va nous permettre quand même, donc peut-être on ouvrira plus tard le débat par rapport à ces points-là pour échanger par rapport aux différentes réactions par rapport à ces propos-là. Il y a aussi un effort qui est considérable en matière de la modernisation des institutions. On le sait pertinemment, il y a un travail qui date quand même, qui date des débuts des années 2010, je crois, ça date de 2012. Il y a un travail qui a été publié par 2 éminents chercheurs, un sociologue et un économiste américain, qui ont publié en 2012 un ouvrage très intéressant sur les causes de l'échec des nations. Why Nation Fail. Donc qu'est-ce qui explique l'échec des nations? Ils ont tout simplement tiré une conclusion assez parlante, et je crois que heureusement que le processus a été entamé chez nous bien avant 2012, pour dire qu'on est en quelque sorte avant-gardiste par rapport à un certain nombre de volets. Donc la conclusion portait principalement sur le fait que pour pouvoir assurer le développement, il faut impérativement avoir ce qu'on appelle des institutions inclusives. Donc les chercheurs opposent ces institutions inclusives par rapport à des institutions extractives. Donc là, les 2 auteurs, c'est Assamouglu et Robinson. Et donc je crois que le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique pour pouvoir, stimuler la croissance, pour pouvoir atteindre le niveau de croissance espéré, et là, entamer une série de réformes sur le plan institutionnel pour tout simplement permettre au pays de décoller, et pour permettre aussi au pays de sortir, plutôt de casser ce plafond de verre qui a été déjà souligné au niveau du rapport sur le nouveau modèle de développement. Un autre élément, peut-être que je vais conclure avec cela pour ne pas
trop m'étaler sur ces points, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cela plus tard. C'est un élément peut-être qui a freiné cette dynamique, et ça a été aussi rappelé au niveau de ce rapport, l'élément qui a freiné cette dynamique, certes, le taux de croissance réalisé aujourd'hui ne reflète pas les attentes, mais on va dire ce contexte international que nous avons déjà évoqué a eu des répercussions néfastes sur cette dynamique. Et là, il faut rappeler que, surtout lorsqu'on veut atteindre un niveau de croissance assez élevé, il faut quand même avoir une certaine stabilité macroéconomique. Et là, on fait référence essentiellement à la stabilité des prix. Malheureusement, le Maroc, d'ailleurs, ce n'était pas une exception, c'était à l'échelle mondiale, on a subi l'effet de l'inflation. Donc l'effet de l'inflation qui a, on va dire, impacté d'une manière significative le pouvoir d'achat, on va dire, des citoyens, ce qui a, on va dire, conduit quand même à une certaine frustration sur le plan social. Mais cette inflation, là aussi c'est mon point de vue, et cela ne m'engage qu'à moi. Je crois que cette inflation qu'a subi le Maroc, c'est une, on va dire, inflation un peu imbriquée, complexe, qui n'est pas due principalement à un seul phénomène. Donc c'est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. En partie, c'est une inflation qui est importée, suite à l'augmentation des matières premières à l'échelle mondiale. En partie aussi, elle est due à l'augmentation de la demande, parce que juste après, on va dire, la crise sanitaire, on a noté cette flambée, on va dire, plutôt cette augmentation de la demande qui a entraîné, et l'offre n'a pas pu suivre immédiatement, donc ce qui fait que cela a entraîné en partie cette inflation. Il y a aussi une autre, on va dire, partie qui est due essentiellement, qui est due voilà, donc il y a une partie qui est due à l'augmentation des coûts, une autre des matières premières, une autre partie qui est due à l'augmentation de la demande, et une partie, on va dire, qui est liée essentiellement, on va dire, à cette inflation importée. Mais il y a une autre, on va dire, une autre explication, et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cela n'engage que moi par rapport à cela. Et là je qualifie cette, on va dire, inflation liée à l'opportunisme. Je crois qu'en bonne partie cette inflation est expliquée peut-être, et ça va interpeller peut-être notre système de valeurs. En tant que Marocain, peut-être qu'on a pu saisir cette occasion pour pouvoir augmenter parfois des prix d'une manière non justifiée. Et donc là, on ne va pas trouver des justifications d'ordre économique derrière cette inflation, mais c'est beaucoup plus, c'est l'opportunisme des acteurs, des uns et des autres, qui est à l'origine, on va dire, de cette situation inflationniste. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler, donc je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci.